La théorie de Galois a un rapport direct avec la résolubilité des équations polynomiales de degré supérieur ou égal à 5. Je m'explique. Déjà, un polynôme, c'est une somme de termes de la forme quelque chose fois x exposant quelque chose. En termes mathématiques, on appelle ces termes des monômes, et on les écrit sous la forme AI multiplié par x exposant i. On dit alors que AI est le coefficient du monôme x exposant i. Un polynôme, c'est donc une somme de plusieurs monômes, et donc on peut écrire un polynôme sous la forme a0 plus a1x plus a2x carré plus a3x cube plus etc. plus an x exposant n. Dans ce cas, on dit que le degré du polynôme est égal à n. Une équation polynomiale est donc une égalité pouvant revêtir la forme suivante, où x est un nombre inconnu. Résoudre sur un ensemble donné une équation polynomiale consiste donc à trouver tous les nombres x de cet ensemble donné pour que cette égalité soit vraie. Par exemple, l'équation x carré moins 2 égale 0, qui est équivalente à l'équation x carré égale 2, admet deux solutions sur l'ensemble des nombres réels, qui sont racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2, mais n'admet aucune solution sur l'ensemble des entiers naturels par exemple, car il n'existe pas d'entier naturel qui élevé au carré donne 2. Au XVIIIe siècle, Jean-Laurent d'Alembert affirme que toute équation polynomiale de degré n à coefficient complexe admet exactement n solutions non nécessairement distinctes. Sa démonstration avait toutefois une lacune qui fut comblée par le prince des mathématiciens Carl Friedrich Gauss au XIXe siècle. C'est le théorème fondamental de l'algèbre, bien connu sous le nom de théorème de d'Alembert-Gauss. Dans le cas général, et plus particulièrement dans le cas où le degré du polynôme est égal à 5, c'est le mathématicien italien Paolo Ruffini qui, en premier, dit que l'on ne peut pas donner de formule générale exprimant les solutions, son résultat s'appuyant fortement sur les travaux du mathématicien italien Giuseppe Ludovico de Lagrange-Tournier, bien connu sous le nom de Joseph-Louis Lagrange. Mais la communauté scientifique de l'époque ne reconnaît pas ces travaux, nous sommes à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, sauf Augustin-Louis Cauchy qui comprend leur importance. Quelques années plus tard, le mathématicien norvégien Niels Henrik Abel démontre avec rigueur le résultat de Ruffini dans le cas général. Nous savons à présent qu'une équation polynomiale de degré supérieur ou égal à 5 n'admet pas, sauf cas particulier, de solutions exprimables par radicaux, c'est-à-dire des solutions qui peuvent être calculées avec les coefficients du polynôme, le nombre 1, les 4 opérations de base, addition, multiplication, soustraction et division, et l'extraction de racine énième. Malheureusement, les travaux d'Abel ne furent pas reconnus avant sa mort. C'est alors qu'intervient le prodige des mathématiques, le jeune Évariste Galois. Pour compléter la théorie des équations polynomiales, il ne manquait que 3 éléments. Une approche effective, une condition sine qua non pour que l'équation soit résoluble par radicaux, et une compréhension parfaite des raisons pour lesquelles l'équation considérée est résoluble. Évariste Galois permet de satisfaire notre soif de savoir sur ces 3 points. Vous l'aurez donc compris, la théorie de Galois montre comment voir si une équation polynomiale est résoluble par radicaux, et quand cela sera le cas, elle nous dit comment la résoudre. Il faut tout de même prendre conscience que si je prends la peine de dire résoluble par radicaux, ce n'est pas pour rien bien sûr. En effet, même si le théorème de Galois nous dit qu'une équation polynomiale ne peut pas être résoluble par radicaux, rien ne nous permet de dire que ces solutions, car il en existe d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, ne peuvent pas s'exprimer autrement. C'est d'ailleurs le cas de l'équation x exposant 5 moins 3x moins 1 égale 0, qui n'est pas résoluble par radicaux, et dont les solutions pourtant s'expriment précisément à l'aide d'intégrales elliptiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations quadratiques, c'est-à-dire aux équations de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c sont 3 nombres complexes, a étant non nul. Je rappelle toutefois, si cela est nécessaire, qu'un nombre complexe est un nombre de la forme z qui est égal à x plus i fois y, où x et y sont 2 nombres réels, et où i est une entité imaginaire telle que i carré égale moins 1. Avant toute chose, divisons chaque membre de notre équation quadratique par a. Il vient alors l'équation suivante. X carré plus px plus q égale 0, avec p égale b sur a et q égale c sur a. Si l'on fait cela, c'est pour avoir un polynôme unitaire, c'est-à-dire un polynôme dont le coefficient du terme de plus haut degré est égal à 1. Ajoutons maintenant p sur 2 le tout au carré à chaque membre de l'équation. On obtient alors x carré plus px plus p sur 2 le tout au carré plus q est égal à p sur 2 le tout au carré. Nous constatons alors que les 3 premiers termes du membre de gauche est le développement de l'identité remarquable x plus p sur 2 le tout au carré. Et donc, que l'équation peut s'écrire sous la forme x plus p sur 2 le tout au carré plus q est égal à p sur 2 le tout au carré. En soustrayant q à chaque membre, on a donc
x plus p sur 2 le tout au carré est égal à p sur 2 le tout au carré moins q. On obtient alors x plus p sur 2 égale plus ou moins la racine carrée de p sur 2 au carré moins q. Je rappelle que p et q sont deux nombres complexes et qu'en conséquence, la racine carrée existe. En soustrayant maintenant p sur 2 à chaque membre, on obtient alors que x égale moins p sur 2 plus ou moins racine carrée de p sur 2 le tout au carré moins q. On constate ainsi que l'équation quadratique est résoluble par radicaux, car ces solutions font intervenir uniquement une racine, ici une racine carrée, et les quatre opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division. Je rappelle qu'élevé au carré est une multiplication. Pour bien comprendre ce que nous avons obtenu, prenons l'exemple de l'équation x carré moins 10x plus 21 égale 0. Ici, p égale moins 10 et q égale 21. Et donc, ces solutions sont x1 égale moins 10 sur 2 moins racine carrée de moins 10 sur 2 au carré moins 21, c'est-à-dire 5 moins racine de 4, c'est-à-dire 3. Et x2, le conjugué de x1, à savoir 5 plus racine de 4, c'est-à-dire 7. L'équation quadratique peut alors s'écrire sous la forme x-3 facteur de x-7 égale 0. On dit ici que le polynôme de membre de gauche est scindé à racine simple sur l'ensemble des nombres complexes, et même ici sur l'ensemble des nombres réels, car il s'écrit comme produit de polynômes de degré 1, tous un à un distincts. Dans le cas de l'équation x carré plus px plus q égale 0, en notant toujours x1 et x2 ces solutions, elle est équivalente à l'équation x moins x1 facteur de x moins x2 égale 0, et si on développe le membre de gauche, on obtient alors x carré moins x plus x1 facteur de x plus x1 x2 égale 0. Et si on compare cette écriture à l'original x carré plus px plus q égale 0, on peut en déduire que p est égal à moins, entre parenthèses, x1 plus x2, et q est égal à x1 x2, c'est-à-dire que p est égal à l'opposé de la somme des racines, et q égale à leur produit. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première égalité qui peut s'écrire x1 plus x2 égale moins p. Elle signifie que l'on peut connaître la somme des solutions de l'équation, c'est l'opposé du coefficient p. Si on sait exprimer la valeur de x1 moins x2 en fonction des nombres p et q, alors on pourrait retrouver les valeurs de x1 et x2. En résolvant le système linéaire formé par les deux égalités ainsi obtenues, nous allons voir un exemple un petit peu après. Notons alors d, la fonction polynôme d de x1 x2 égale x1 moins x2, et on peut constater alors qu'en changeant l'ordre des variables, on obtient d de x2 x1 égale x2 moins x1, c'est-à-dire moins d de x1 x2. On dit ici que d n'est pas symétrique. En revanche, si on considère le carré de d, notons cette fonction f, on a alors f de x1 x2 qui est égal à x1 moins x2 le tout au carré. On obtient ainsi une fonction symétrique car, en intervertissant les variables, on obtient la même chose, f de x1 x2 égale f de x2 x1. De plus, en développant, on a f de x1 x2 qui est égal à x1 carré plus x2 carré moins 2x1 x2, c'est-à-dire que f de x1 x2 est égal à x1 plus x2 le tout au carré, moins 4x1 x2, c'est-à-dire p carré moins 4q. Par conséquent, on peut déterminer la valeur du carré de la différence des deux solutions à l'aide des coefficients du polynôme initial. Mettons maintenant en pratique ceci sur une équation. Soit l'équation x carré moins x moins 20 égale 0. On a x1 plus x2 qui est égal à moins p, c'est-à-dire moins 1, soit 1, et x1 x2 qui est égal à q, c'est-à-dire moins 20. Donc d de x1 x2 égale 1 au carré moins 4 fois moins 20, c'est-à-dire 1 plus 80, c'est-à-dire 81. Donc x1 moins x2 égale 9, ou x1 moins x2 égale moins 9. Si x1 moins x2 égale 9, alors on a le système suivant. Soit en additionnant les deux équations, 2x1 égale 10, soit x1 égale 5. On en déduit alors que x2 égale moins 4. Maintenant, si x1 moins x2 égale moins 9 cette fois-ci, on a le système suivant, soit en additionnant les deux équations, 2x1 égale moins 8, c'est-à-dire x1 égale moins 4. On en déduit alors que x2 égale 5. Fort heureusement, on arrive aux deux mêmes valeurs. Cette méthode, bien que paraissant plus compliquée que la première pour trouver les solutions de l'équation quadratique, est importante pour comprendre la théorie de Galois. En effet, Galois a lu de façon très méthodique les écrits de Lagrange, et justement, cette méthode est celle de Lagrange. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations cubiques, c'est-à-dire aux équations de la forme alpha x cube plus bêta x carré plus gamma x plus delta égale 0, où alpha, bêta, gamma et delta sont quatre nombres complexes, alpha étant non nul. D'entrée de jeu, je vais faire comme pour les équations quadratiques, je vais tout diviser par alpha pour me ramener à un polynôme unitaire. J'obtiens alors l'équation suivante. Maintenant, comme tu es plutôt du genre futé, je suis sûr que tu as remarqué que x plus a sur 3 le tout au cube est égal à x au cube plus ax carré plus a carré sur 3x plus a cube sur 27, et ce d'après la formule de Newton. Le début de ce développement ressemble étrangement à celui de notre polynôme, et on peut alors écrire notre équation cubique sous la forme suivante.
c'est-à-dire, après simplification, l'équation suivante. Maintenant, tu remarqueras que l'on a ceci. Et donc, le terme du milieu dans le membre de gauche de notre équation s'écrit sous la forme suivante, et notre équation devient alors celle-ci. En posant maintenant y égale x plus a sur 3 et en simplifiant l'écriture, on trouve une expression de la forme y au cube plus py plus q égale 0, avec p égale b moins a carré sur 3 et q égale c moins ab sur 3 plus 2a cube sur 27. Maintenant, soyons fous, et supposons que y s'écrive comme la somme de deux racines cubiques. On peut alors écrire y égale racine cubique de u plus racine cubique de v. Avec ton œil averti, tu remarques tout de suite avec la formule de Newton donnée précédemment que y au cube est égal à racine cubique de u plus racine cubique de v le tout au cube, c'est-à-dire u plus v plus 3 racines cubiques de u au carré fois racine cubique de v plus 3 racines cubiques de u fois racine cubique de v au carré. C'est-à-dire, en simplifiant un peu la fin de l'écriture, y au cube égale u plus v plus 3 racines cubiques de uv facteur de racine cubique de u plus racine cubique de v. Et donc, l'équation y cube plus py plus q égale 0 devient u plus v plus 3 racines cubiques de uv facteur de racine cubique de u plus racine cubique de v plus p facteur de racine cubique de u plus racine cubique de v plus q égale 0, soit en simplifiant l'équation suivante. On se dit alors que si u plus v plus q égale 0 et 3 racines cubiques de uv plus p égale 0, alors c'est gagné. Concernant le premier terme, u plus v plus q, il est nul si u plus v égale moins q. On se retrouve alors avec le système suivant, c'est-à-dire en élevant au cube les membres de la deuxième équation. On se retrouve donc à chercher deux nombres u et v connaissant leur somme et leur produit. Et ça nous rappelle ce que nous avons vu dans le chapitre sur les équations quadratiques. Donc, on est sauvé. En effet, si S désigne la somme et P le produit de deux inconnus, alors ces inconnus sont solutions de l'équation quadratique x carré moins sx plus p égale 0. Et donc ici, u égale moins q sur 2 moins racine carrée de p cube sur 27 moins q carré sur 4, et v égale moins q sur 2 plus racine carrée de p au cube sur 27 moins q au carré sur 4. Ainsi, une solution de notre équation cubique y au cube plus py plus q égale 0 est la somme de ces deux valeurs, à savoir ce qui s'affiche à l'écran. Nous avons ainsi obtenu une formule en fonction des coefficients de notre polynôme de départ, faisant intervenir les quatre opérations de base, addition, soustraction, multiplication et division, et de racines, ici racine carrée et racine cubique. L'équation est donc résoluble par radicaux. Soit dit en passant, cette formule est appelée la formule de Cardan-Tartaglia, du nom de deux mathématiciens italiens du XVIe siècle, Jérôme Cardan et Niccolò Tartaglia. L'histoire de cette formule est très intéressante, mais ce n'est pas le sujet ici. Reprenons maintenant l'équation cubique x cube plus ax carré plus bx plus c égale 0. D'après le théorème de D'Alembert-Gauss, elle admet exactement trois solutions dans l'ensemble des nombres complexes que nous allons noter x1, x2 et x3. Ainsi, x moins x1 facteur de x moins x2 facteur de x moins x3 égale 0. Et en développant le membre de gauche, on obtient l'écriture suivante. En notant S1 qui est égal à x1 plus x2 plus x3, S2 qui est égal à x1, x2 plus x2, x3 plus x3, x1, et S3 qui est égal à x1, x2, x3, x1, x2 et x3 sont aussi les solutions de l'équation x au cube moins s1x carré plus s2x moins s3 égale 0. Et par identification, on a le système suivant. Ce qui est intéressant, c'est que les trois polynômes à trois variables S1, S2 et S3 sont symétriques, c'est-à-dire que tu peux permuter les variables, ça donnera toujours le même résultat. Et plus encore, ils sont exprimables en fonction des coefficients du polynôme cubique initial. D'ailleurs, Newton a réussi à démontrer que n'importe quel polynôme symétrique en les racines pouvait s'exprimer en fonction des coefficients du polynôme initial, et ce, quel que soit le degré. Mais ça, c'est une autre histoire. Après avoir vu les équations quadratiques et cubiques, c'est au tour des équations de degré 4, équations quartiques, de se présenter à nous. Prenons immédiatement un polynôme unitaire et considérons l'équation suivante, où les coefficients a, b, c et d sont des nombres complexes.
Comme pour les équations cubiques, nous allons effectuer un changement de variable et poser y égale x plus a sur 4. Je vous passe les détails, mais nous arrivons à l'équation y exposant 4 plus py au carré plus qy plus r égale 0, avec les égalités suivantes pour p, q et r. Supposons que q soit nul. Alors l'équation devient y exposant 4 plus py au carré plus r égale 0. Et dans ce cas, en posant z égale y au carré, on obtient z carré plus pz plus r égale 0, qui est une équation quadratique, donc résoluble par radicaux. Maintenant, supposons que q n'est pas nul. Le début de notre équation est le début d'un carré parfait, et nous pouvons alors écrire l'équation sous la forme suivante. Y au carré plus p sur 2 le tout au carré égale moins qy moins r plus p carré sur 4. L'idée de génie, qui n'est pas de moi, consiste ici à introduire une variable u dans le carré du membre de gauche. L'équation devient alors celle-ci. On voit que 2uy carré moins qy est le début d'un carré parfait, car on a l'égalité suivante. Et donc, notre équation devient celle-ci. Bon, ça a l'air affreux ici, et peut-être même que ça l'est, mais ça ne l'est pas tant que ça. Si on se dit que, pour que ce soit plus simple, il faudrait que la queue de l'équation, c'est-à-dire ce qu'il y a après le carré du membre de droite, soit nulle. Après tout, on fait ce qu'on veut, vu que c'est nous qui avons ajouté u artificiellement. On veut donc prendre u pour que cette queue s'annule, c'est-à-dire u tel que moins q carré sur 8u moins r plus p carré sur 4 plus pu plus u carré égale 0. Et cette équation est équivalente à celle-ci. C'est une équation cubique, donc là, c'est plutôt fastoche de la résoudre grâce à ce que l'on a vu dans le chapitre 3. C'est bien foutu, hein. Résoudre cette équation est donc faisable, mais on ne va pas le faire ici. Ce qui compte, c'est qu'on peut réduire la queue de l'équation précédente à 0, ce qui donne y carré plus p sur 2 plus u le tout au carré égale le carré de racine carrée de 2u fois y moins q sur 2 racine carrée de 2u. C'est-à-dire en prenant la racine carrée, y carré plus p sur 2 plus u égale plus ou moins la racine carrée de 2u fois y moins q sur 2 fois la racine carrée de 2u. On obtient alors deux équations quadratiques et là encore, on est content car on sait les résoudre. Alors là, je te dis tout de suite, je voulais te présenter un exemple de résolution effective d'une équation quartique, mais dans la pratique c'est réellement trop long et donc trop chiant à mettre dans cette vidéo. Cela dit, tout ce qui compte pour nous, dans cette série qui vise à aboutir à la théorie de Galois, c'est qu'il est possible de résoudre par radicaux une équation quartique. Alors à ce stade, tu as vu que l'on pouvait résoudre par radicaux les équations de degré 1, 2, 3 et 4. La suite logique serait de voir ce qui se passe pour les équations quintiques, c'est-à-dire les équations de degré 5. Mais là, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, je vais te parler de groupe. Et là, je t'arrête tout de suite, je ne vais pas parler de musique, c'est pas le genre dans la maison. Quand je dis que je vais parler de groupe, c'est de groupe mathématique. Ce qui peut être un peu moins fun, quoique. Bon, c'est quoi un groupe mathématiquement parlé? Eh bien déjà, c'est un ensemble de trucs. Pour que cet ensemble soit un groupe, il faut qu'il y ait effectivement au moins un truc dedans. On dit qu'il ne doit pas être vide. Ensuite, il faut qu'il existe une opération à faire sur les trucs de cet ensemble. On appelle cette opération une loi de composition interne. Ça signifie que si tu fais subir quelque chose à deux trucs de l'ensemble, il faut que ça donne un truc du même ensemble. D'où l'adjectif interne, car il faut que ça reste à l'intérieur. Cette loi, on peut l'écrire à l'aide d'un symbole, par exemple le symbole étoile. Et cette loi, elle doit avoir des propriétés pour que l'ensemble soit qualifié de groupe. Il faut d'abord qu'elle soit associative. Ça veut dire que si tu prends trois trucs de l'ensemble, appelons-les x, y et z, alors si tu fais x étoile y et qu'au résultat tu fais étoile z, alors tu trouves le même résultat que si tu fais x étoile le résultat de y étoile z. Voilà, ça c'est pour que la loi étoile soit associative. Ensuite, il faut qu'il existe dans l'ensemble un truc qui soit super sympa avec les autres trucs, de sorte que quand tu fais le truc sympa étoile n'importe quel autre truc, ça ne change pas la valeur de ce dernier truc. Bon, en gros, si tu notes E le truc sympa, alors quel que soit x dans l'ensemble, E étoile x égale x étoile E égale x. Et enfin, il faut aussi que n'importe quel truc de l'ensemble admette un jumeau maléfique. C'est-à-dire que si x est un truc de l'ensemble, il faut qu'il existe un truc noté x exposant moins 1 pour que x étoile x exposant moins 1 égale x exposant moins 1 étoile x égale E. Tu sais le truc sympa de tout à l'heure. Ce jumeau maléfique, on l'appelle le symétrique de x. Voilà, avec ces trois propriétés,
on peut qualifier notre ensemble de groupe. Et si en plus on a la chance que la loi étoile soit commutative, c'est-à-dire si pour tout x et y on a x étoile y égale y étoile x, alors on dit que ce groupe est abélien, ou commutatif, mais ça fait moins classe. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un groupe, et un groupe abélien en plus. Alors bien sûr, il y a pas mal de choses à dire et à démontrer concernant ces groupes, mais ça, c'est une autre histoire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était un groupe. Pour bien comprendre ce qu'est un groupe, je vais prendre un exemple très important maintenant. Je vais considérer un mot de 3 lettres, par exemple Luc, complètement au hasard, et je vais construire l'ensemble de toutes les anagrammes de ce mot. Cet ensemble contient alors les 6 mots suivants. Maintenant, je vais considérer les opérations que j'ai faites sur le mot initial pour arriver à chacune des anagrammes. Pour passer de Luc à Luc, je n'ai rien fait. J'appelle id, comme identité, la fonction qui correspond au fait de ne rien faire. Pour passer de Luc à LCU, j'ai inversé les 2 dernières lettres. J'appelle T-indice 1 cette opération. Pour passer de Luc à ULC, j'ai inversé les 2 premières lettres. J'appelle T2 cette opération. Pour passer de Luc à CUL, j'ai inversé les premières et dernières lettres. J'appelle T3 cette opération. Pour passer de Luc à UCL, j'ai mis la première lettre à la fin. J'appelle S-indice 1 cette opération. Et enfin, pour passer de Luc à CLU, j'ai mis la dernière lettre au début. J'appelle S-indice 2 cette opération. Je vais maintenant considérer l'ensemble de ces 6 opérations et je vais le munir d'une opération de composition entre 2 opérations qui consiste à créer une première anagramme grâce à la première opération, puis une autre à partir de celle obtenue avec la seconde opération. Par exemple, je pars du mot Luc et j'utilise l'opération T1. Je passe donc de Luc à LCU. Ensuite, j'utilise l'opération T2 sur l'anagramme obtenu. J'inverse donc les 2 premières lettres. De LCU, j'arrive à CLU. Au final, je vois que j'obtiens la même anagramme que si j'avais utilisé l'opération S2 sur le mot Luc. Cette loi, qui consiste à faire 2 opérations à la suite, je la nomme la loi rond, et je note alors que T2 rond T1 est égal à S2. Et au même titre que l'on peut dresser une table de Pythagore pour la multiplication entre 2 nombres entiers, on peut construire une table pour cette loi rond. On voit alors que cette loi de composition est interne, car quand on compose 2 opérations, ça donne une opération qui est dans l'ensemble des 6 premières opérations. De plus, il y a un élément neutre, ici c'est l'opération identité, et chaque opération admet son symétrique, car on voit que sur chaque ligne, et dans chaque colonne, on obtient une fois l'opération identité. On peut de plus vérifier l'associativité de cette loi, donc l'ensemble des 6 opérations constitue un groupe. Il n'est pas abélien car la table construite n'est pas symétrique par rapport à sa diagonale principale. Mais bon, c'est la vie. Ces 6 opérations sont appelées des substitutions. Et c'est Évariste Galois qui, le premier, va appeler l'ensemble de ces substitutions un groupe. L'ensemble de ces 6 substitutions est noté S-indice 3 car il concerne un mot de 3 lettres. Maintenant, on peut imaginer qu'on peut faire de même avec un mot de 4, 5, 6, n lettres, auquel cas on note S indice 4, S indice 5, S indice 6 et finalement S indice n, le groupe de ces substitutions. Lorsque n est grand, il ne sera pas facile de décrire le groupe Sn, mais quand on regarde bien la table de composition trouvée tout à l'heure, on constate que S1 et S2 peuvent être exprimés comme la composée de 2 transpositions. Une transposition étant une des opérations notées T indice quelque chose. On dit aussi qu'une substitution est le produit de 2 transpositions, en analogie avec ce qui se passe dans l'ensemble des antinaturels. Ainsi, le fait de connaître les transpositions du groupe Sn nous suffit à connaître les autres substitutions. Dans le cas où une substitution est le produit d'un nombre pair de transpositions, on dit que la substitution est paire. Dans le cas contraire, la substitution sera dite impaire. Et nous pouvons remarquer que si on compose une substitution paire avec une substitution paire, cela donne aussi une substitution paire. Dans ce cas, on peut dire que l'ensemble des substitutions paires est un groupe, que l'on nomme d'ailleurs groupe alterné et que l'on note A indice n. Par exemple, pour S3, le groupe des 6 substitutions vues tout à l'heure, le groupe alterné A3 est constitué de l'identité, de S1 et de S2. Voilà, tu connais maintenant ce qu'est un groupe alterné de Sn, et tu verras plus tard qu'il joue un rôle très important dans la théorie de Galois. Et ça, c'est une autre histoire.
On va direct rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un anneau? Et pourquoi je t'emmerde avec ça? Bon, alors un anneau, c'est un ensemble A non vide, muni de deux opérations internes que l'on va nommer addition et multiplication, respectivement représentés par les symboles plus et point. Et cet ensemble muni de ces deux opérations doit être tel que A muni de l'addition est un groupe abélien. Dans ce cas, on appelle 0 l'élément neutre de l'addition. La multiplication est associative, c'est-à-dire que quels que soient les éléments x, y et z de A, x.y le tout point z est égal à x point le résultat de y.z. Et de plus, il faut que la multiplication soit distributive sur l'addition à droite et à gauche. C'est-à-dire que x.y plus z est égal à x.y plus x.z, et y plus z le tout point x est égal à y.x plus z.x. On notera cet anneau A plus point. Si la multiplication est commutative, c'est-à-dire si x.y est égal à y.x, alors A est dit commutatif. Si la multiplication admet un élément neutre, c'est-à-dire s'il existe un élément de A noté 1 tel que 1.x égale x.1 égale x, alors A sera dit unitaire. Par exemple, l'ensemble des entiers relatifs, Z, l'ensemble des rationnels, Q, l'ensemble des réels, R, et l'ensemble des complexes, C, sont des anneaux commutatifs unitaires. Si x est un élément de A, on dit qu'il est inversible s'il existe un élément de A noté x exposant -1 tel que x.x exposant -1 égale 1. Si A est un anneau commutatif unitaire, l'ensemble de tous les éléments inversibles de A est un groupe que l'on appelle le groupe unité de A. On le note U entre parenthèses A. Par exemple, le groupe unitaire de Z est égal à l'ensemble constitué des deux éléments -1 et 1. Je vais maintenant répondre à la deuxième question. Pourquoi je te fais chier avec ça? Eh bien parce qu'on appelle corps tout anneau commutatif unitaire dans lequel tout élément non nul est inversible. En d'autres termes, A est un corps si et seulement si le groupe unité de A est égal à A privé de 0, que l'on note aussi A étoile. Par exemple, Q, R et C sont trois corps. Maintenant, considérons le polynôme x carré moins x moins 1 sur Q, corps des nombres rationnels. Comme son discriminant est égal à 5, ses racines sont 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2, et donc ces racines n'appartiennent pas au corps des rationnels. C'est un peu con, surtout quand on sait qu'il suffirait d'ajouter un petit quelque chose à l'ensemble Q pour que les racines soient acceptées. En l'occurrence, il faudrait adjoindre racine carrée de 5 à notre corps. Bon ben, c'est ce qu'on va faire. On va définir l'ensemble Q de racine de 5 comme étant l'ensemble des nombres s'écrivant P plus Q racine de 5, où P et Q sont des rationnels. Dans ce cas, les racines du polynôme sont bien des éléments de Q de racine de 5. Eh bien, Q de racine de 5 est une extension galoisienne du corps Q, et c'est même le plus petit corps contenant les racines du polynôme. De façon analogue, on pourrait aussi voir C comme étant l'extension galoisienne R de I. Pour ce qui est du polynôme x carré plus x plus 1, dont les coefficients sont rationnels, en effet je ne considère pas qu'ils sont entiers car l'ensemble des entiers ne constitue pas un corps, son discriminant est égal à -3, et ses racines sont alors -1 moins i racine de 3 sur 2 et -1 plus i racine de 3 sur 2, qui ne sont bien évidemment pas des valeurs de Q. Il faut donc adjoindre à Q d'une part racine carrée de 3, d'autre part le nombre i. On note le corps ainsi obtenu, Q entre crochets, i, virgule, racine carrée de 3. Et voilà une autre extension galoisienne de Q qui est le plus petit corps contenant les racines du polynôme. Dans un cas général, si on considère une équation polynomiale à coefficient dans un corps K, se demander si cette équation est résoluble par radicaux revient à se demander s'il est possible de construire une succession d'extensions galoisiennes sur K, K de A1, K de A1, A2, etc. jusqu'à K de A1, A2 jusqu'à AN, où tous les AI sont des nombres extérieurs à K, tel que le corps final soit le corps des solutions. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on varie le plaisir, et on revient sur les polynômes, ce qui est quand même le thème principal de la théorie de Galois, faut pas l'oublier. Et là, j'ai une furieuse envie de diviser deux polynômes. Je vais diviser le polynôme x cube moins 3x carré plus 5x moins 1 par le polynôme x carré plus x plus 1. Je vais donc poser la division euclidienne suivante. Et là, je vais d'abord me demander par quoi je dois multiplier le x carré du diviseur pour obtenir le x cube du dividende. En l'occurrence, je dois le multiplier par x que je mets au niveau du quotient. Je soustrais alors au dividende le produit du diviseur par x. J'obtiens alors moins 4x carré plus 4x. Maintenant, j'abaisse le moins 1 du dividende, et je me demande par quoi je dois multiplier le x carré du diviseur pour obtenir le moins 4x carré de gauche. Eh bien la réponse est que je dois le multiplier par moins 4, que je m'empresse d'ajouter au quotient. Je soustrais maintenant au polynôme moins 4x carré plus 4x moins 1, le produit du diviseur par moins 4. J'obtiens alors 8x plus 3.
Le degré du reste est égal à 1 et est strictement inférieur au degré du diviseur, c'est-à-dire 2. Donc ma division est finie. Je peux alors écrire que x cube moins 3x carré plus 5x moins 1 sur x carré plus x plus 1 est égal à x moins 4 plus 8x plus 3 sur x carré plus x plus 1. Mais surtout, je peux dire maintenant que x carré plus x plus 1 ne divise pas x cube moins 3x carré plus 5x moins 1. Ceci étant vu, voyons maintenant ce qu'est un polynôme irréductible. On va donc considérer un polynôme P dans un corps f de x, c'est-à-dire que tous les coefficients de P sont des nombres du corps f, et on dira que P est irréductible dans f de x si d'une part le degré de P est strictement positif, et d'autre part si P n'est divisible par aucun polynôme Q de f de x, où le degré de Q est strictement compris entre 0 et celui de P. Par exemple, le polynôme P de x qui est égal à x carré moins 2 n'est pas irréductible dans R de x, car il est divisible par au moins le polynôme Q de x égale x moins racine de 2. Et ceci car P de x peut s'écrire comme le produit de x moins racine de 2 et de x plus racine de 2. Et là, on voit que les coefficients de ces deux facteurs sont dans R. En revanche, il est irréductible dans Q de x, car les coefficients des deux polynômes x moins racine de 2 et x plus racine de 2 ne sont pas rationnels. Maintenant, attention au raccourci. Ce n'est pas parce qu'un polynôme n'admet aucune racine sur un corps qu'il est irréductible. On peut s'en rendre compte en regardant le polynôme x exposant 4 plus 4, qui n'admet aucune racine sur Q et qui pourtant peut s'écrire comme le produit de deux polynômes de Q de x. Et là, si tu réfléchis un peu, tu te rends très vite compte que déterminer si un polynôme est irréductible ou pas dans Q de x peut s'avérer vraiment très difficile. Mais ça, c'est une autre histoire. On va s'offrir une petite récréation aujourd'hui. On va parler de polynômes premiers entre eux, et on va voir une méthode qui nous montre si deux polynômes sont bel et bien premiers entre eux. Spoiler alerte, on va devoir calculer le déterminant d'une matrice. Avant toute chose, c'est quoi deux polynômes premiers entre eux? Eh bien, deux polynômes sont premiers entre eux, dans un corps f de x, si et seulement si leurs seuls diviseurs communs sont les constantes non nulles de f. Par exemple, les polynômes x carré plus x plus 1 et x moins 1 sont premiers entre eux dans C de x, car les diviseurs de x moins 1 sont nécessairement les polynômes constants, et ceux s'écrivant k fois x moins 1, où k est un nombre complexe. Et si on effectue la division euclidienne de x carré plus x plus 1 par x moins 1, on trouve x carré plus x plus 1 égale x moins 1 facteur de x plus 2 plus 3. Et donc x moins 1 ne divise pas x carré plus x plus 1. Les seuls diviseurs communs aux deux polynômes sont donc les polynômes constants. Ils sont donc premiers entre eux. Maintenant, voyons une autre méthode pour voir si deux polynômes sont premiers entre eux. Considérons les polynômes P et Q suivants. Les coefficients de P de x sont, suivant les puissances décroissantes, 1, moins 2, 4 et moins 1. Nous allons construire une matrice qui, sur ces deux premières colonnes, va contenir ces coefficients comme ceci. Dans la deuxième colonne, on décale d'une ligne vers le bas les coefficients et on met des zéros là où c'est vide. On construit deux colonnes, car 2 est le degré du polynôme Q. Maintenant, on ajoute trois colonnes, 3 comme le degré de P, dans lesquelles on va mettre les coefficients de Q sur le même principe. Et maintenant, on calcule le déterminant de cette matrice, que l'on va noter R. On trouve alors 436. Ce déterminant n'est pas égal à 0, donc les polynômes P et Q sont premiers entre eux. Cette méthode est plutôt sympa, surtout quand on sait que les trois assertions suivantes sont équivalentes quand on prend deux polynômes P et Q dans un corps f de x. Donc là, inutile de chercher les racines. Et ça c'est plutôt cool, surtout quand on sait que ça peut devenir très chiant. Alors bien sûr, cette méthode nécessite de calculer un déterminant et quelquefois c'est archi chiant. Cependant, dans certains cas, il existe des techniques qui permettent de mener un calcul plus simple, comme dans le cas d'un déterminant de Van der Monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour un entier naturel n non nul,
on définit les racines énièmes de l'unité comme les nombres complexes qui, élevés à l'exposant n, donnent 1. On peut donc définir l'ensemble des racines énièmes de l'unité comme l'ensemble suivant. On peut alors montrer qu'il est constitué de n éléments que nous allons noter oméga 0, oméga 1, etc. jusqu'à oméga n-1. Ceci implique alors que x exposant n-1 est égal au produit des x moins oméga k pour k variant de 0 à n-1. Maintenant, il faut voir que tous les oméga k peuvent s'écrire sous la forme exponentielle et trigonométrique suivante. Ainsi, on peut écrire que x exposant n-1 est égal au produit pour k variant de 0 à n-1 des x moins exponentielle de k pi sur n fois i. Comme oméga 0 égale 1, on peut aussi écrire que x exposant n-1 est égal à x-1 multiplié par le produit pour k variant de 1 à n-1 de x moins exponentielle de k pi sur n i. Remarquons maintenant que pour deux entiers k et p tels que k plus p égale 1, exponentielle 2p sur n i est égale à exponentielle moins 2k sur n i, et donc que l'on a l'égalité suivante. Ce qui peut nous donner une furieuse envie de regrouper les facteurs dans le produit précédent. Ainsi, on écrira pour n paires l'égalité suivante. C'est-à-dire, et si n est impair, on pourra écrire l'égalité suivante. C'est-à-dire ceci. Il y a un théorème qui va maintenant nous servir. Il nous dit que si n est un antinaturel, et si pour tout facteur premier p de n, les racines pim de l'unité peuvent être exprimées par radical, alors les racines nièmes de l'unité le peuvent aussi. Comme on peut écrire la factorisation suivante, rechercher à exprimer par radical les racines nièmes de l'unité revient à observer les cas où n est premier, et donc à tenter d'exprimer par radical les racines du polynôme suivant. Regardons le cas où n égale 5. Nous nous retrouvons avec l'équation x exposant 4 plus x exposant 3 plus x exposant 2 plus x plus 1 égale 0. Divisons par x carré, puis posons y égale x plus x exposant moins 1. L'équation devient alors y au carré plus y moins 1 égale 0. Et donc, y égale moins 1 plus ou moins racine de 5 le plus sur 2. Et les valeurs de x sont données en résolvant les équations suivantes. En multipliant par x les deux membres de ces équations, cela nous donne les deux équations suivantes. Les valeurs de x, solution de ces équations, sont alors celles qui s'affichent à l'écran. Cette méthode, qui consiste à diviser le polynôme x exposant n-1 plus x exposant n-2, etc. plus x plus 1 par x exposant n-1 sur 2, et à effectuer le changement de variable y égale x plus x exposant moins 1, est appelée la méthode de Moivre, du nom du mathématicien français Abraham de Moivre, né en 1667 et mort en 1754. Alors maintenant, si on prend un peu de recul, toujours pour n premier, on peut s'apercevoir que dans la mesure où les racines du polynôme x exposant n-1 plus x exposant n-2, etc. plus x plus 1 sont toutes de la forme exponentielle de k sur n i, celles du polynôme en y, c'est-à-dire en x plus x exposant moins 1, sont nécessairement égales à 2 cosinus de k sur n, pour k variant de 1 à n-1 sur 2. Ainsi, les racines que nous avons trouvées précédemment, moins 1 plus ou moins racine de 5 sur 2, sont telles que 2 cosinus de pi sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2, et 2 cosinus 4 pi sur 5 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2. D'où les valeurs exactes suivantes des cosinus de 2 pi sur 5 et 4 pi sur 5. Et d'après le théorème cité précédemment, à savoir que si n est un antinaturel et si, pour tout facteur premier p de n, les racines pm de l'unité peuvent être exprimées par radical, alors les racines nièmes de l'unité le peuvent aussi. Dans la mesure où pour n égale 2, n égale 3 et n égale 5, les racines de l'unité sont exprimables par radicaux, on peut dire que pour n égale 2 exposant p multiplié par 3 exposant q multiplié par 5 exposant m, avec p, q et m, 3 antinaturels, les racines nièmes de l'unité sont calculables par radicaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Un polynôme P à n variables x1, x2, etc. jusqu'à xn est dit symétrique si pour toute permutation sigma, l'égalité suivante est vérifiée.
Par exemple, le polynôme défini par p de x1, x2, x3 égale x1 plus x2 plus x3 plus x1, x2, x3 est symétrique car une somme et un produit sont commutatifs. Donc peu importe l'ordre des variables, le résultat sera toujours le même, à savoir la somme des trois variables à laquelle on ajoute leur produit. Nous avons vu dans une des vidéos précédentes l'égalité suivante, où l'on a S1, S2, etc. jusqu'à Sn définis ainsi. Pourquoi je parle de ça ici? Eh bien parce qu'un théorème nous dit qu'un polynôme à n variables x1, x2, etc. jusqu'à xn peut être exprimé en un polynôme aux variables s1, s2, etc. jusqu'à sn si et seulement si il est symétrique. C'est le théorème fondamental des polynômes symétriques. Bon, ceci étant dit, parlons maintenant de discriminants. Posons delta de x1, x2, etc. jusqu'à xn comme étant le produit des xi moins xj pour i strictement plus petit que j, compris entre 1 et n. C'est un polynôme du corps z de x1, x2, etc. jusqu'à xn. Il n'est pas symétrique car la différence entre les nombres n'est pas commutative, mais en revanche, son carré l'est. Et donc, d'après le théorème fondamental cité précédemment, il existe un polynôme d à coefficients entiers, tel que delta de x1, x2, etc. jusqu'à xn au carré est égal à d de s1, s2, etc. jusqu'à sn. On définit ainsi le discriminant du polynôme x exposant n plus an-1, x exposant n-1 plus etc. jusqu'à a1x plus a0 comme étant d de moins an-1, an-2, etc. jusqu'à moins 1 exposant n à 0. Bon, là c'est un passage plutôt délicat, alors on va regarder sur deux exemples ce que cela donne. Au degré 2, on a delta de x1, x2 au carré est égal à x1 moins x2 au carré, à savoir x1 carré plus x2 carré moins 2x1 x2, c'est-à-dire s1 au carré moins 4 s2. Le discriminant d'un polynôme de degré 2 est donc égal à s1 au carré moins 4 s2. Regardons l'exemple du polynôme p de x qui est égal à x carré moins 3x plus 2. Par la formule vue en lycée, on obtient que le discriminant est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, à savoir 9 moins 8, c'est-à-dire 1. Avec la formule vue précédemment, avec A1 égale 3 et A0 égale 2, le discriminant est d de moins A1 A0, à savoir d de 3, 2, c'est-à-dire 3 au carré moins 4 fois 2, soit 1. On obtient la même chose, heureusement d'ailleurs. Au degré 3, delta de x1, x2, x3 est égal à x1 moins x2 facteur de x2 moins x3 facteur de x3 moins x1, c'est-à-dire x1 carré x2 plus x2 carré x3 plus x3 carré x1 moins, entre parenthèses, x1 x2 carré plus x2 x3 carré plus x3 x1 carré. Posons alors a et b comme défini à l'écran. On a alors l'égalité suivante. On peut alors vérifier que a plus b est égal à s1 s2 moins 3 s3 et ab égale s1 au cube s3 plus s2 au cube moins 6 s1 s2 s3 plus 9 s3 au cube. Et donc que d de s1 s2 s3 est égal à ce qui s'affiche à l'écran. Et appliqué au polynôme x cube plus px plus q, on obtient un discriminant égal à moins 27q carré moins 4p au cube, car ici s1 égale 0, s2 égale p et s3 égale moins q, et donc certains termes s'annulent. En bidouillant cette dernière expression de discriminant, on obtient l'expression suivante. Et cette partie-là, on la retrouve comme par hasard dans la formule de Cardan-Tartaglia. À ce stade, on peut démontrer que le polynôme x cube plus px plus q admet exactement 3 racines réelles, si et seulement si p sur 3 le tout au cube plus q sur 2 le tout au carré est strictement négatif. Ce résultat se démontre à partir d'un théorème plus général qui affirme qu'un polynôme à coefficient réel admet une racine d'ordre de multiplicité au moins égale à 2, si et seulement si son discriminant est nul. De plus, si toutes les racines sont réelles, alors le discriminant est supérieur ou égal à 0. La réciproque est vraie uniquement pour n égale 2 et n égale 3. Je rappelle que l'ordre de multiplicité d'une racine xi est donné par l'exposant k le plus élevé dans la factorisation suivante du polynôme p. Par exemple, si p de x est défini comme étant x moins 2 au cube facteur de x plus 1, l'ordre de multiplicité de la racine 2 est égal à 3. Pour terminer ce chapitre, passons à une petite récréation, vite fait, comme ça, pour se détendre. Le développement en série entière de la fonction sinus donne cette égalité. Le polynôme infini défini par la somme des moins 1 exposant n multiplié par z exposant 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1 admet donc pour racine qu'pi ou k est un entier relatif. Divisons ce polynôme par z, puis posons x égale z carré. Nous obtenons le polynôme q suivant. Ce dernier polynôme admet pour racine qu'pi
avec K entier relatif non nul. Je vous passe les détails car c'est un petit peu lourd pour une fin de vidéo, mais à l'aide des polynômes symétriques S1, S2, etc. jusqu'à Sn vus en début de vidéo, on arrive à démontrer que pour le polynôme P suivant, on a les égalités suivantes. En prenant AK égale moins 1 exposant K sur factoriel de K plus 1, et le polynôme Q de tout à l'heure, on arrive aux égalités suivantes. Et par suite, on a, et dans un cas général, la formule suivante, où Cn est une variable entière dépendante de n, et calculée à partir des polynômes symétriques S1, S2, etc. jusqu'à Sn. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, nous allons enfin parler des groupes de Galois d'une équation polynomiale. C'est pas trop tôt, hein? Considérons donc un polynôme P à coefficient dans un corps K et prenons ses valeurs dans un corps L. On définit le groupe de Galois de l'équation P de x égale 0 comme étant l'ensemble des bijections petit f de L dans L qui conservent l'unité, l'addition et la multiplication. Pour bien comprendre ceci, prenons l'exemple de l'équation x carré moins 2 égale 0. Le corps K est ici l'ensemble des rationnels Q. Le corps L est l'extension galoisienne Q de racine de 2. Ici, je me permets de faire l'inverse de ce que nous cherchons initialement, à savoir si l'équation est résoluble par radicaux, car je cherche avant tout à ce que tu comprennes ce qu'est le groupe de Galois de notre équation. Tout élément de Q de racine de 2 s'écrit sous la forme x plus y racine de 2, et pour trouver notre bijection petit f, il faut que f de x égale x et que f de y égale y pour tout xy appartenant à Q. De plus, il faut que f de x plus y racine de 2 soit égal à f de x plus f de y f de racine de 2, à savoir x plus y f de racine de 2. Il ne reste plus qu'à trouver f de racine de 2. Pour cela, on considère que f de racine de 2 fois racine de 2 est d'une part égale à f de 2, c'est-à-dire 2, et d'autre part égale à f de racine de 2 fois f de racine de 2, c'est-à-dire f de racine de 2 au carré. On en déduit alors que f de racine de 2 au carré égale 2, soit f de racine de 2 égale plus ou moins racine de 2. Ainsi, les seules bijections f possibles sont les bijections f1 qui a x plus y racine de 2 associe x plus y racine de 2, c'est l'application identité, et l'application f2 qui a x plus y racine de 2 associe x moins y racine de 2, c'est l'application conjugaison. Le groupe de Galois de l'équation x carré moins 2 égale 0 est donc le groupe formé par l'identité et par la transposition. Prenons maintenant un deuxième exemple. Considérons l'équation x exposant 4 moins 5x au carré plus 6 égale 0, dont les solutions sont plus ou moins racine carrée de 2 et plus ou moins racine carrée de 3. Elles sont opposées 2 à 2 et le produit des deux premières est égal à moins 2, tandis que celui des deux dernières est égal à moins 3. De manière analogue à ce que nous avons fait précédemment, en prenant L égale l'extension galoisienne Q de racine de 2 racine de 3, on montre que f de racine de 2 est égal à plus ou moins racine de 2, et f de racine de 3 égale plus ou moins racine de 3, ce qui implique 4 possibilités pour f. Le groupe de Galois de l'équation x exposant 4 moins 5x carré plus 6 égale 0 est donc le groupe formé par ces 4 transformations. Alors ici, on est bien d'accord que ces calculs ne sont pas du tout représentatifs de ce que l'on fait en général, car nous nous sommes appuyés ici sur les solutions, alors que dans le cas général, justement, on ne les connaît pas. Ces exemples ne sont là que pour avoir une première approche des groupes de Galois d'une équation polynomiale. En effet, la détermination du groupe de Galois d'une équation de degré au moins égal à 5 se passe très différemment, mais ça, c'est une autre histoire.